bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les sources concernant Brandan, ce fameux moine navigateur celte du VIe siècle. Et on va explorer une hypothèse assez surprenante. Est-ce qu'il aurait pu atteindre l'Amérique bien avant les explorateurs qu'on connaît? C'est la thèse de Louis Kervran qui a essayé de démêler un peu le vrai du faux là-dedans. On pense souvent, bien sûr, aux Basques, aux Portugais, aux Vikings. Oui, les Vikings vers la fin du Xe siècle. Exactement, mais Kervran, lui, il nous dit « Regardons encore avant, au VIe siècle, l'Amérique connue des Celtes ». Incroyable, non? C'est une époque fascinante, ce VIe siècle. On a parfois l'image d'un âge sombre après la chute de Rome. Mais en fait, dans les monastères celtes, que ce soit en Irlande ou en Armorique, l'actuelle Bretagne, il y avait une vraie préservation du savoir. Un savoir géographique, astronomique, hérité des Grecs, des Phéniciens. Ah oui. Oui. L'idée que la Terre est ronde, par exemple, elle circulait. Ce n'était pas perdu pour eux. Donc Brandan s'inscrit dans ce contexte intellectuel qui est plus vif qu'on ne le pense souvent. C'est intéressant, ça, cette idée d'un savoir préservé. Alors, Kervran, il base son hypothèse sur quoi, concrètement? Quelles sont ses preuves? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il pointe des éléments assez troublants dans les sagas vikings elles-mêmes. Ah bon? Les Vikings parleraient des Celtes en Amérique. C'est ça. Elle mentionne une sorte de Grande Irlande sur les côtes américaines. Ça suggère qu'il y avait déjà des Celtes quand les Vikings sont arrivés au Groenland fin Xe siècle. Kervran cite même un exemple précis, un Viking qui aurait été capturé là-bas, en Amérique, par des Celtes vers 983. Incroyable. Et puis, il y a la motivation même de Brendan. Sa quête, c'était quoi C'était de trouver le paradis terrestre. Une idée qu'on prenait très au sérieux, très littéralement à l'époque. Et apparemment, un voyage qu'il aurait fait aux Canaries l'aurait convaincu de chercher vers l'ouest. Le paradis terrestre qui mène en Amérique, bon, ça fait un peu romanesque quand même. Comment on fait la part des choses entre la légende et les faits possibles dans ces vieux récits? C'est toute la difficulté, évidemment. Surtout avec un texte comme la Navigatio Brendani, le voyage de Brendan. C'est d'un genre littéraire en soi, la géographie. Ça mélange les exploits réels, la foi, le merveilleux. C'est fait pour édifier. D'accord. Donc, pour Kervran, et c'est logique, la clé, c'est de recouper. Comparer avec d'autres textes, les vies d'autres saints de la même époque, Ita, Colomba, Malo. Et surtout, il faut chercher les petits détails concrets. Les détails qui sonnent vrais, qui ne semblent pas inventés. Et il y en a de ces détails concrets. Oui, il y en a quelques-uns qui sont assez frappants. Par exemple, des descriptions de phénomènes naturels. Ça pourrait être un volcan en éruption en Islande ou un iceberg. Mais le plus étonnant, ce sont les descriptions d'éléments qu'on ne connaissait pas en Europe. Des choses clairement tropicales. Comme quoi, par exemple? Il parle de feuilles de palmier. Et puis il y a cette description célèbre de baies grosses comme une tête d'enfant, couvertes de cheveux blonds. Ah oui? Et qui contiennent un lait sucré. Bon, là, difficile de ne pas penser à des noix de coco. Effectivement. Une description aussi précise d'un fruit totalement inconnu, ça suggère quand même fortement que quelqu'un l'a vu, non? Ça suggère une observation directe. C'est vrai que ces descriptions sont troublantes. Mais bon, un voyage pareil, ça pose la question des moyens techniques. Comment ils naviguaient si loin, au VIIIe siècle? Alors, oui, évidemment, pas de GPS. Kervran pense qu'ils utilisaient probablement le gnomon. C'est ce bâton planté verticalement, on mesure l'ombre à midi. Oui, pour la latitude. Exactement. Pour la latitude, c'était relativement fiable. Par contre, la longitude, ça, c'était le gros problème. L'estimation devait se faire avec des sabliers pour mesurer le temps, mais c'est une méthode très très imprécise. Ah oui, j'imagine les erreurs possibles. Énorme, naviguer comme ça sur l'Atlantique, ça relevait vraiment d'une audace incroyable. Il fallait une sacrée confiance ou une sacrée foi. Et les bateaux? On a l'image de petites embarcations en peau, les coracles. C'est possible de traverser l'Atlantique avec ça? Alors, le coracle, cette armature en bois recouverte de peau cousue, bien graissée avec du beurre pour l'étanchéité, oui, ça existait. C'est mentionné pour des voyages plus courts, vers l'Islande par exemple. Mais pour la grande traversée vers l'ouest, vers ce paradis, il y a une tradition, rapportée notamment dans un texte sur Sainte Ita, une contemporaine de Brendan. Elle lui aurait conseillé, elle aurait dit qu'il fallait un navire en bois. Ah, un vrai bateau en bois? Oui, un navire plus solide. Et Kervran suggère qu'il a pu être construit en Armorique, peut-être à Alais, près de Saint-Malo. Cette région était déjà réputée pour ses navires en bois très robustes. Jules César en parlait déjà dans ses commentaires. D'accord. Donc on a des indices dans les textes vikings,
Des descriptions très précises, un savoir-faire naval qui existait. Est-ce que ce voyage a laissé d'autres traces dans la mémoire collective, par exemple? C'est un autre point important, oui. La persistance de cette histoire. L'île de Saint-Brandan. Cette île mystérieuse à l'ouest, elle apparaît sur des cartes très importantes du Moyen Âge. La carte de Hereford en 1275, celle de Dulcert en 1339. Jusqu'à Christophe Colomb, presque. Presque. Jusqu'au globe de Martin Béham en 1492. Et ce globe date même la découverte de l'île par Brandan vers 565. Alors sa position change tout le temps sur les cartes, on ne savait pas où la mettre, mais le fait qu'elle soit là montre bien qu'on y croyait, que l'idée de cette terre existait. Et puis, les textes les plus anciens qui parlent de ces voyages, notamment ceux de Bilali ou de l'anonyme d'Allée sur Saint-Malo, un compagnon de Brandan, eh bien, ils remonteraient au moins au IXe siècle. C'est bien avant le plein Moyen-Âge. Ça rend moins probable l'idée que tout ça soit une pure invention médiévale tardive. Donc, si on résume un peu, on a les sagas vikings, les descriptions de type noix de coco, le savoir des Celtes, les cartes médiévales. Même si chaque élément pris séparément peut être discuté, l'ensemble forme un faisceau d'indices assez cohérent, non? C'est exactement ça. Il ne s'agit pas d'une preuve unique, formelle, irréfutable. Ce serait trop beau. Il faut rester très prudente, établir des certitudes historiques avec des sources aussi anciennes, fragmentaires, et souvent écrites pour glorifier un saint, c'est très compliqué. Mais l'argument de Kervran, c'est justement cette convergence. Des indices qui viennent de directions différentes, textes nordiques, descriptions naturalistes, savoir technique, cartographie, et qui pointent tous un peu dans la même direction. Une plausibilité renforcée par cette accumulation. Voilà, c'est la plausibilité basée sur le recoupement qui est mise en avant, plutôt qu'une certitude absolue qu'on ne peut sans doute pas atteindre. Et ça nous laisse peut-être avec une question plus large au fond. Au-delà du cas de Brandan, on peut se demander à quel point notre connaissance de ces passés très lointains repose sur ce genre d'écho, sur ces fragments de texte, ces traditions orales peut-être, où l'histoire et la légende sont tellement mêlées qu'il est presque impossible de savoir où commence l'une et où finit l'autre.